Bonjour à tous. Donc oui, je vais vous présenter, merci de m'accueillir ici pour vous présenter les résultats de cette fouille. Donc qui a eu lieu à Montmarault sur un projet autoroutier, une fois n'est pas coutume, dans le département. Donc l'opération de fouille archéologique, elle s'est déroulée du 29 octobre au 29 novembre 2018 et elle s'inscrit donc dans le cadre du projet autoroutier, de réfection du nœud autoroutier entre A71 et futur A79. Donc le pointeur. Donc le péage actuellement est ici et donc nous avons la première intervention qui a été menée sous la responsabilité du SAPDA en 2 temps. Je vais y revenir. Première opération de diagnostic qui s'est déroulée sur le tracé, la quasi-totalité du tracé de cette réfection de nœud autoroutier. Le diagnostic, comme je disais, il s'est déroulé en 2 temps, en 2017 et en 2018. Et c'est lors de la première tranche opérationnelle que 2 sites ont été révélés. Je vais commencer à l'envers, le site numéro 2, qui se situe ici. Donc on se situe au nord de Montmarault, ici sur la commune de Sazeré, au lieu-dit Beaufort, où nous avons identifié des vestiges très arasés, perturbés par les travaux agricoles, mais également par l'aménagement de la RCEA, telle qu'on la connaissait il y a encore quelques mois. Des vestiges qui sont probablement à mettre en lien avec une occupation médiévale au sens large. Le site qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le site numéro 1, donc localisé ici, sur la commune de Montmarault, non loin de la commune de Sazeré. Le bourg de Sazeré, il est sous la petite vignette ici, donc dans le lieu-dit qui s'appelle Mazelier, juste au nord de l'étang du même nom. Alors les vestiges qui ont été repérés, ils l'ont été dans une tranchée, une simple tranchée continue, aménagée au bord de l'autoroute, implantée donc juste au sud de ce tracé autoroutier. Donc à première vue, les vestiges ne sont pas très exceptionnels. Ils ne sont pas spectaculaires en soi. On a affaire à des fosses, des trous de poteaux, des fosses qui révèlent quelques blocs de pierre, et puis un fossé curviligne. Donc on voit notamment ici, sur lequel je vais revenir. Si ces vestiges n'apparaissaient pas comme véritablement spectaculaires, ce qui a interpellé les archéologues dès le départ, c'est l'ancienneté du mobilier céramique qui a été découvert. Donc le mobilier céramique est assez peu abondant à l'étape du diagnostic. On a découvert, je crois, moins d'une 50aine de tessons, mais assez rapidement, il y avait un certain nombre d'éléments qui nous permettaient d'évoquer une datation aux environs des 4e et 3e siècles avant Jésus-Christ. C'est une période, donc on se situe à la période gauloise, à la fin de l'Athènes ancienne, et c'est une période qui est encore méconnue à l'échelle régionale. Quelques autres indices, céramiques toujours, plus tardifs, notamment des fragments d'amphores, témoigner d'une occupation un peu plus tardive, à replacer à la fin de l'époque gauloise, à l'Athènes finale. Et cette présence conjointe de ces 2 types de mobilier nous permettait d'évoquer la possibilité d'un phasage, c'est-à-dire d'une occupation assez longue de ce secteur. Et en second lieu, ce qui nous a interpellés, c'est la présence de ce fameux fossé curviligne. Donc on le voit ici sur la photographie, on le voit ici sur le plan. Et ce type de vestige n'est pas complètement inconnu dans la bibliographie, mais enfin il n'est pas fréquent. Donc il nous a fallu faire quelques recherches pour essayer de trouver des éléments de comparaison. C'est le travail habituel de l'archéologue. Donc une rapide étude documentaire nous a permis d'identifier des sites de comparaison possibles, non loin de Montmarault. Donc ici, je vous en présente 2, c'est les 2 principaux qu'on a pu identifier pour la région. C'est ici le site de Lamé, Pâturailles, où avait été fouillée une occupation rurale gauloise, plutôt de l'Athènes finale, si je ne m'abuse. Donc on y a découvert des bâtiments sur poteaux, des fosses, des fossés, et puis on repère ces structures avec donc des fossés curvilignes, qui ont plutôt tendance à dessiner des cercles quand on les restitue.
Et malheureusement, malgré la fouille, les données sont lacunaires, il y a peu d'éléments qui nous permettent de trancher sur l'interprétation de ce type de vestiges. On a également un exemple ici à Aigueperse, sur le site des Cérés, où on a un petit peu le même genre de choses. Au sein d'une occupation rurale de l'Athènes finale, on a ce petit lambeau de fossé curviligne, pas très bien daté d'ailleurs, et là aussi dont la fonction reste à déterminer. Pour ces deux exemples, à chaque fois les archéologues évoquent deux hypothèses. L'hypothèse d'une structure funéraire, type enclos funéraire, dans lequel on aurait déposé une inhumation aujourd'hui disparue, ou alors l'hypothèse d'un habitat, et donc de structures qui pouvaient fonctionner avec un bâtiment sans véritablement savoir à quoi cela pourrait correspondre. Le site de Mazelier, il est également intéressant de par sa position. On se situe, un petit peu de géographie historique, on se situe dans la cité des Bituriges Cubes, à l'époque gauloise, et on est au sud du bocage bourbonnais actuel, au nord, à l'extrémité nord des Combrailles, mais dans une zone où on connaît assez peu de données pour la période. Donc ici, je représente une carte issue des travaux de David Lallemand, qui nous permet d'avoir une vision assez globale sur les connaissances que l'on a du département au second âge du fer. On se rend bien compte que Montmarault se retrouve un petit peu isolé, du moins on ne connaît pas énormément de sites dans ce secteur-là. On se situe néanmoins à proximité des villages ouverts de Cône-d'Allier, de Varennes et des Oppidas connus de Hérisson, Néry-les-Bains ou encore Bègue. Enfin, la fouille, si le site de Mazelier était intéressant selon cet aspect, de renseigner une occupation gauloise dans un secteur un petit peu méconnu, mais il restait également assez énigmatique au vu donc de ce fossé curviligne, et la fouille devait permettre de répondre justement à un certain nombre de ces questions. C'est donc par une magnifique journée d'octobre 2018 que le légendaire climat montmarottois nous accueillait, sous la neige, pour les premiers coups de pelle mécaniques. Donc la fouille, elle a concerné une emprise linéaire de 1400 mètres carrés, large d'environ 18 mètres, vraiment accolée à l'autoroute, comme vous pouvez le voir sur le cliché à droite. Comme observé lors du diagnostic, les vestiges se composent de trous de poteaux, de fosses et de fossés. On va évacuer d'emblée des vestiges récents de notre propos, avec l'identification d'un chemin moderne qui apparaît, qu'on voit également sur le cliché aérien. Donc chemin moderne qui est mentionné sur le cadastre napoléonien notamment. On a également découvert des structures contemporaines comme ce bassin, cette conduite d'adduction d'eau encore en usage au moment de la fouille, et puis des drains agricoles en plastique, donc au nord de l'emprise. À l'exception de ces vestiges, tous les autres pourraient être rattachés à l'occupation gauloise. La principale découverte de la fouille, sur laquelle je vais revenir un peu plus longuement, c'est cet ensemble de structures nommé bâtiment 1. C'est donc un bâtiment qui est tout d'abord composé d'un ensemble de 4 poteaux qui forment un plan quadrangulaire, donc que l'on voit ici, 4 poteaux principaux qui forment donc un plan quadrangulaire proche du carré, qui s'étend sur une superficie relativement réduite de 8 mètres carrés. Ce châssis principal, il est complété par deux autres trous de poteaux en avant du plan carré sur la façade sud-est, donc à une distance d'un peu plus de 2 mètres. Donc voilà, je fais une extraction juste des trous de poteaux. La symétrie de ces 6 poteaux suggère qu'ils fonctionnaient ensemble pour maintenir une superstructure en bois. La profondeur d'ancrage des 4 poteaux principaux indique que c'est probablement ces 4 poteaux qui soutenaient le module porteur, qui concentrait l'essentiel des poussées qui maintenaient la charpente. Le rôle de la paire de poteaux décentrés, elle pose un petit peu plus de questions. Alors, elle pose un peu plus de questions, oui et non, puisqu'on a l'habitude de restituer, de proposer des restitutions en archéologie, et cette association avec ces 6 poteaux, elle est habituellement bien connue.
Voilà ce qu'on a l'habitude de restituer. Ce sont ce que l'on appelle des bâtiments à parois déportées et porches d'entrée. Je m'explique. À partir donc d'un module porteur à 4 poteaux principaux, les charpentiers, les constructeurs gaulois étaient en mesure de déporter les parois au-delà du plan délimité par ces 4 poteaux principaux pour gagner en superficie. Donc c'est un mode de construction que l'on connaît bien à l'époque gauloise. On arrive, nous archéologues, régulièrement à le restituer avec la présence de 2 poteaux décalés par rapport au module porteur principal. Et ces 2 poteaux, on les interprète comme étant le système d'entrée, un système de porche d'entrée. Et ça nous permet de restituer l'emplacement de ce qui devait être la paroi externe du bâtiment, parce qu'elle a disparu et que bien souvent, on n'en a plus trace. Donc on voit ici le module porteur, le système d'entrée qui serait restitué avec donc l'ouverture dans un porche, et puis la paroi réelle externe du bâtiment, ce serait cela. Ça, c'est ce qu'on aurait restitué si la lecture des vestiges de Montmarault s'arrêtait là. Mais à Montmarault, on a la chance d'avoir un état de conservation assez important, finalement, des vestiges, ce qui n'était pas forcément une évidence en soi avant notre intervention, et on a pu découvrir la présence d'une tranchée périphérique continue tout autour de ce module porteur, et qui en sert également la paire de poteaux décalés. Donc on le voit sur ces photographies et représentations, cette tranchée périphérique, elle prend la forme d'un fossé qui dessine un plan ovale d'un peu plus de 29 mètres de circonférence sans aucune interruption. Donc les parois sont globalement inclinées avec un fond en cuvette, mais il y a certains secteurs où on se rend véritablement compte du profil originel, on va dire, de la construction, avec des parois verticales et un fond plat. Et c'est d'autant plus vrai dans les parties curvilignes, on va dire les 2 extrémités du bâtiment, là où elle était le mieux préservée. Tout près du point bas, en bas de pente, on est dans une légère pente qui aujourd'hui tombe dans l'actuel étang de Mazelier, mais près du point bas, on a pu identifier une petite tranchée, une petite excroissance, un petit diverticule, ici, sur un peu moins d'1 mètre de longueur, mais il a été tronqué par une structure plus récente, qui pourrait constituer une sorte d'exutoire pour assainir la tranchée périphérique. Donc ce petit fossé, il dessine un petit enclos de 56 mètres carrés. Et là, quand on met un petit peu tout quand on compare un petit peu tous ces éléments, la symétrie du positionnement de la tranchée et du module porteur, la similitude des remplissages, des comblements de ces structures en creux, l'homogénéité du mobilier recueilli suggère que toutes ces structures sont synchrones et qu'elles participaient toutes donc d'un bâtiment. Donc on a ici à Montmarault l'exemple d'un bâtiment à module porteur sur 4 poteaux dont la paroi était déportée et dont on a la conservation de la paroi, de la tranchée de fondation de la paroi du bâtiment. Donc contrairement à ce que je restituais tout à l'heure, à Montmarault, on n'a pas un bâtiment quadrangulaire. Les 2 poteaux qui sont en avant ne permettaient pas forcément d'accéder. On n'a pas du tout la certitude qu'il s'agisse d'un accès. Et encore, il ne fonctionne pas directement avec la tranchée, puisque la tranchée de fondation englobe l'intégralité de ces poteaux. Dans cette tranchée de fondation, on n'a pas de ce que l'on appelle de fantôme de bois, c'est-à-dire d'empreintes d'éléments en matériaux périssables. On n'a pas d'éléments de calage non plus. La quasi-absence de portions rectilignes ne permet pas d'évoquer l'emploi de sablières basses, c'est-à-dire de poutres disposées au sol pour maintenir une superstructure. Mais le profil anguleux des parois de cette tranchée pourrait suggérer l'emploi d'éléments verticaux de type poteau jointif ou ossature à clayonnage, donc verticale. Des analyses micromorphologiques, dont vous avez une petite illustration ici, nous permettent de bien mettre en évidence l'utilisation, en tout cas, de terre crue. Donc la terre crue, c'est ce qui est utilisé pour
pour s'accoler contre un clionnage en bois pour rendre une paroi plus hermétique, plus étanche. Alors si ce type architectural de bâtiment à module porteur et parois déportées est bien connu dans la moitié nord de la France surtout, il y a quelques exemples quand même en Auvergne. Donc on peut citer les exemples de Clermont-Ferrand ou de Gerzat. Donc, par exemple ici les exemples de Gerzat avec un module à 4 poteaux, et puis on voit bien ces 2 poteaux en avant. On a également l'exemple dans le département de Charmeil, donc tout en bas. Donc on voit ici la restitution de ce qu'on pourrait attendre de la paroi déportée. Mais à chaque fois, donc, dans ces exemples auvergnats, on n'a pas la tranchée périphérique qui nous permet véritablement d'apporter de la certitude quant à l'extension maximale du bâtiment. Dans le département de l'Allier, on a 2 sites qui sont intéressants pour notre réflexion. Ce sont les sites de La Palisse, Bel-Air et Coulanges-les-Fendeux, que vous voyez ici, où là aussi on a un système de modules porteurs à 4 poteaux principaux, une paroi déportée, mais une paroi qui, en l'état de nos connaissances, ne s'inscrit pas dans une tranchée périphérique, mais est marquée par un alignement de petits poteaux. Donc on a ici les 2 mêmes cas de figure, donc un petit peu différents de ce que l'on a pu découvrir à Montmarault. En tout état de cause, le bâtiment de Montmarault revêt un caractère singulier, donc du point de vue de son état de conservation, mais également de ses dimensions. Alors il n'est pas très grand par rapport à ce que l'on peut comparer ailleurs à l'échelle de la Gaule. On le voit ici avec quelques exemples de bâtiments découverts en dehors de la région. Il n'est pas très grand, mais ce qui est intéressant, c'est le ratio qui existe entre la surface du module porteur et la surface totale du bâtiment. Ici, à Montmarault, à partir d'un module qui enceint seulement 8 mètres carrés, on parvient à rejeter les parois grâce à l'habileté des charpentiers, à l'usage certainement de modes architecturaux spécifiques. On arrive à rejeter la paroi à quelquefois plus de 3 mètres, ce qui permet d'obtenir un bâtiment qui fait 56 mètres carrés. Donc quand on compare avec les exemples qui sont ici illustrés, on est quand même sur une valeur assez haute, où la plupart des bâtiments ici ont des ratios compris entre 5 et 6. Donc, à Montmarault, on multiplie par 7 cette surface. Donc ces occurrences attestent de la maîtrise des charpentiers pour gagner de la superficie avec un module porteur restreint à 4 poteaux. Donc c'est certainement les 4 plus grosses pièces de bois qui étaient utilisées pour le bâtiment et qui servaient justement à maintenir tout ça. Enfin, le bâtiment de Mazelier, il est également singulier par sa forme ovale. Donc les exemples que j'ai pu rencontrer dans la bibliographie sont souvent de forme quadrangulaire, aux angles droits ou arrondis, ou alors on a affaire à des formes circulaires, mais on est plus dans l'ouest de la France. Ici, l'exemple le plus approchant, c'est le bâtiment des Galérandes, qui est ici, donc découvert à Ronet-l'Hôpital, qui a des formes un petit peu plus comparables. En Auvergne, là encore, les exemples au pan arrondi ne sont pas légion, et on va revenir sur les 2 sites que j'évoquais précédemment, le site de Lamé et le site d'Aigueperse, avec des tronçons de fossés curvilignes qui pourraient donc tout à fait appartenir à des bâtiments, mais sans aucune certitude. Dans l'état des données, il est difficile de restituer l'emplacement de l'entrée du bâtiment. Néanmoins, on a quand même quelques indications. Donc, comme je le disais tout à l'heure, habituellement, quand on a deux poteaux comme ça, un petit peu décentrés, on y localise un système de porche d'entrée et donc un accès. Ici, c'est pas forcément le cas, puis on se rend compte, et on le voit bien notamment sur cette image aérienne, qu'à cet endroit-là, la tranchée, elle est véritablement profonde, et il faut imaginer certainement que la paroi a été également présente au droit donc, de cette paire de poteaux. En revanche, la tranchée périphérique, elle est un petit peu moins profonde ici, dans un secteur où on a des trous de poteaux qui sortent un petit peu du cadre de notre module porteur. Donc on a 2 trous de poteaux en avant, et puis on a ce trou de poteau-là également qui a l'air de ne pas fonctionner avec. Tout de suite, j'élimine cette tranchée qui est postérieure au bâtiment ainsi que cette fosse. Donc cela nous permet de proposer que l'entrée du bâtiment pouvait se situer en façade nord, ici. On se retrouve avec un schéma
qui est comparable un petit peu à l'exemple du site de Chemillé. Donc dans le 49, on a un module porteur à 4 poteaux, une paroi déportée sur un plan quadrangulaire, et puis une entrée qui, même d'après les auteurs de la fouille, est positionnée sur ce grand côté, encadrée par ces deux doubles poteaux. Donc voilà pour ce qui est du bâtiment de Montmarault qui permet de jeter un nouveau regard sur certains vestiges que l'on rencontre habituellement sur les établissements ruraux gaulois de la région. Outre ce bâtiment 1, alors pardon, je vais un peu vite, voici quelques restitutions qui ont été faites sur d'autres sites. Donc on se rend compte qu'on n'a pas affaire, nous, à un bâtiment quadrangulaire comme celui-ci, avec des puissants poteaux à l'intérieur donc du bâtiment, mais on aurait plutôt un bâtiment un peu plus ovale, comme ça, toujours avec des parois déportées, un module porteur et une entrée sur le grand côté. Cet exemple, il provient d'un site qui est à Château-Roussillon, à côté de Perpignan, sur un habitat gaulois légèrement plus ancien que le site de Montmarault. Je pense qu'il y a beaucoup de similitudes à mettre en évidence. Outre ce bâtiment 1, il y a d'autres bâtiments qui ont été révélés lors de la fouille. Un second bâtiment d'ailleurs, à parois déportées, encore une fois. Donc ici, celui-ci, il est très arasé et son degré d'arasement ne permet pas de pousser aussi loin le raisonnement. Toutefois, une partie de sa tranchée périphérique est conservée, donc on le voit ici. Il est bien constitué de 4 poteaux, donc qui constituent le module porteur. Là aussi, on a des poteaux décentrés en avant du plan. Donc, comme on le fait habituellement, on va restituer les parois. On a quand même une bonne indication avec l'emplacement de ce petit tronçon de tranchée périphérique conservé. Donc je pense que la restitution, elle est quand même relativement plausible. Donc il faut imaginer ici un bâtiment un petit peu du même type, de forme quadrangulaire, avec un porche d'entrée en partie est, ce qui est très souvent le cas à l'échelle de la région. Et puis on peut même s'interroger sur la présence, pourquoi pas, d'un second accès, ce qui est quelquefois le cas également sur ce type de site, est matérialisé par la présence de ce poteau. Donc ici, le module porteur, il couvre une superficie de 13 mètres carrés et les parois ont pu être rejetées quelquefois à environ 1,50 m pour permettre de couvrir une superficie de 43 mètres carrés. Le site se compose également de petits bâtiments beaucoup plus réduits, sur 4 poteaux, des constructions a priori très simples, dont la superficie n'excède pas 3 mètres carrés. Donc là, c'est difficile de proposer des interprétations quant à ces petits bâtiments, sauf peut-être l'un d'entre eux, qui est illustré ici, qui se caractérise par l'aménagement de puissants poteaux, qui laisse entrevoir la présence d'un bâtiment à plancher surélevé de type grenier. Ces poteaux donc sont beaucoup plus puissants parce qu'ils viennent accueillir, donc ça c'est les restitutions qu'on a l'habitude de faire également sur ce type d'aménagement, des puissants poteaux qui permettent de rehausser un plancher pour y stocker des récoltes. Dans le même secteur, 2 fosses sont interprétées comme des silos enterrés, donc qui était un autre mode de stockage des récoltes. Vous voyez une illustration derrière moi. Donc voilà, une petite zone, on va dire, de stockage. Des analyses ont été effectuées sur les sédiments collectés sur le site et ces analyses permettent de confirmer la culture notamment de l'orge vêtue. En tout, sur ce petit site, on a identifié plus de 2200 grains d'orge vêtue, mais on peut également attester de la culture du blé et de l'épeautre. Outre ces témoins de l'agriculture, le site a révélé la présence de fragments de meules. On a des meules à va-et-vient, on a également des meules rotatives, donc qui étaient destinées à la transformation des céréales. On y découvre également quelques scories, dont un culot de forge qui atteste d'une petite activité de forgeron. On a également des fragments de creuset qui attestent probablement d'une fabrication d'objets en bronze.
Les objets étant très fragmentés à Montmarault, je vous présente ici surtout des images pour évoquer ce qu'est une meule rotative, une meule à va-et-vient, un creuset, ou voilà, l'activité de forgeron. Alors la chronologie de l'occupation, elle est essentiellement obtenue à partir du mobilier céramique, confirmé par quelques datations radiocarbone. Donc ce mobilier permet de définir 2 grandes phases pour la période gauloise. L'essentiel du matériel collecté correspond à l'Athènes B2C1. On est à la fin du IVe siècle, début du IIIe siècle, et donc comme initialement évoqué lors du diagnostic, on se situe dans une période que l'on connaît assez mal encore en Auvergne. Et souvent, ces vestiges de ces périodes sont rencontrés de façon quelque part un petit peu fortuite lorsque l'on fouille des sites occupés postérieurement à l'Athènes finale. Donc on a du mal à bien caractériser ces occupations. Et donc pour cette période, le bâtiment 1 de Mazelier constitue un des rares plans complets de bâtiments donc pour la période dans la région. Donc on voit ici en orange cette première phase, donc il faut imaginer voilà, que ce bâtiment fonctionnait en même temps que ces petits silos qui sont ici. En jaune pâle, ce sont des structures, donc il y a notamment un bâtiment ici, probablement un plan de bâtiment qui nous échappe parce qu'on est vraiment en bordure de l'emprise, mais ces vestiges pourraient être associés à cette phase d'occupation. Voilà, c'est des vestiges qui sont pas datés, donc ils peuvent être aussi bien attribués à cette phase qu'à la suivante que je vais développer tout de suite. La suivante, c'est une phase qui correspond à l'Athènes finale au sens large. Donc là, le mobilier céramique, il est restreint. Il ne nous permet pas d'affiner véritablement la chronologie, mais on va dire que au 2e ou 1er siècle avant Jésus-Christ, le site est encore occupé. Et puis, on en a notamment la preuve avec l'occupation de ce bâtiment à porche d'entrée. Donc il faut imaginer que celui-ci n'existe plus à ce moment-là. On a ce bâtiment donc à porche d'entrée, on a le fameux petit grenier qui doit fonctionner avec cet état-là. Et puis des structures qui nous montrent que ce bâtiment n'existe plus, puisqu'on a des structures ici qui viennent recouper quelquefois les trous de poteaux, voire la tranchée périphérique. Donc la présence de ces bâtiments, de ce petit ensemble de bâtiments à Mazelier, à Montmarault, permet de documenter donc un secteur qui est méconnu, qui reste méconnu, et qui permet également de préciser le potentiel de conservation de ces vestiges sur ce socle granitique. Je pense qu'on pensait habituellement que sur ces secteurs de granit où on a l'habitude de dire qu'il n'y a pas de terre, il n'y a pas beaucoup de recouvrement, les vestiges sont arasés et mal préservés. En fait, il faut peut-être réfléchir à l'inverse en se disant qu'ils ont certainement ancré les vestiges dans le socle granitique, et le socle granitique, avant qu'il soit érodé, il va falloir encore un petit moment, donc on peut avoir des structures en creux relativement bien préservées. Enfin, il permet également d'approfondir les réflexions sur les modes architecturaux et les techniques de construction donc employées dans le monde rural gaulois. Donc, notamment avec l'exemple de Mazelier, je suis en train de travailler avec quelques collègues qui travaillent au Centre européen d'archéologie à Bibracte pour essayer de voir ce que l'on peut restituer, qu'est-ce qui pose encore question pour pouvoir restituer les constructions et les charpentes. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'en profite pour préciser qu'il s'agit d'un travail d'équipe dont je n'ai été que le porte-parole. Donc voilà, ça me permet de citer tous les gens qui ont travaillé avec moi sur cette étude et de les remercier. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Jérôme pour cette présentation très intéressante qui permet d'abonder les connaissances du secteur de Montmarault, les connaissances en archéologie du secteur de Montmarault et de préciser aussi la compréhension de ce genre de vestiges, donc à l'échelle du département, mais au-delà également. Et je trouve que cette présentation vient aussi en écho à la soirée inaugurale d'hier et d'asseoir encore, de conforter s'il était besoin l'intérêt de l'archéologie préventive aux abords de ce type d'aménagement, des aménagements routiers. Est-ce qu'il y a des questions ?
Visiblement non. Merci beaucoup.